Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Valérie Perruchot-Garcia, directrice RSE de Janssen France. On verra comment le laboratoire s'engage à améliorer son bilan carbone et mettre fin au plafond de verre dans le secteur médical. Pour notre débat, je vous propose un gros plan sur le label bleu, blanc, zèbre qui récompense celles et ceux qui agissent efficacement pour améliorer la vie dans les territoires. On prendra l'exemple d'une alternative aux pesticides développée par M2I Life Science. Et puis pour notre rubrique Start-up, en partenariat toujours avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai Elena Rubio-Canales et son restaurant Iroukaz. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Valérie Perruchot-Garcia, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la directrice RSE de Janssen France, c'est 1200 collaborateurs, 6 domaines thérapeutiques, vous faites partie du groupe américain Johnson & Johnson. Alors on va parler impact carbone pour démarrer, il n'y a pas que ces enjeux mais c'est un enjeu important. Ça commence évidemment, toutes les entreprises qui veulent vraiment changer leur trajectoire commencent par ça, par un bilan carbone. Vous l'avez fait quand, vous l'avez fait avec qui? Alors le premier bilan carbone, on l'a fait il y a 10 ans, en 2012. En fait, on voulait savoir exactement comment on se positionnait sur le sujet et on n'avait pas beaucoup d'informations. Donc on a travaillé avec Carbone 4 en 2012 et déjà sur les 3 scopes, vous savez un bilan carbone c'est scope 1, scope 2, scope 3. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça devient très vite un peu technique. Mais quand on va vers le scope 3, c'est plus ambitieux. C'est plus ambitieux, c'est plus difficile de réduire sur le scope 3. Et nous, notre bilan carbone, parce qu'on en a refait un après en 2015 et le tout dernier, on l'a fait en 2020, nous apprend qu'en fait l'essentiel de notre empreinte carbone, elle est justement sur ce fameux scope 3. Notamment sur les achats de biens et de services. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut améliorer en fait cette empreinte. 9% ce sont les transports, donc on se disait peut-être qu'on pourrait déjà agir sur la mobilité. On va en parler de ça. Donc on en reparlera. Et puis une autre partie évidemment sur tout ce qui est énergie, réduction d'énergie. Et là on est en plein dedans avec l'actualité du moment. Notre plan de sobriété énergétique a été mis en place également pour contribuer à réduire cette fameuse empreinte. On va détailler effectivement ces deux leviers, les transports et l'énergie, la consommation d'énergie. Je redonne simplement les objectifs de réduction des émissions carbone, objectifs entre 2019 et 2025 de moins 12%. Et donc il y a ce premier levier sur lequel on va insister maintenant, sur les flux logistiques en fait, les déplacements quoi. Ça me semble quelque chose de très important. Il y a notamment ce projet qui s'appelle Cap Logistique. Alors c'est quoi ça? Alors Cap Logistique, en fait juste faire un petit... Allez-y. Des éléments de contexte. Nous on n'a pas une équipe en charge de la RSE qui travaille au quotidien avec papier stylo pour essayer de trouver des idées. On s'appuie sur des volontaires, des salariés volontaires qui ont des idées et qui mettent ces idées dans la balance en disant nous on a des idées pour faire justement pour améliorer ce bilan. C'est exactement ça l'histoire de Cap Logistique. Ce sont les équipes en charge de la distribution des médicaments chez nous qui se sont dit si on évaluait un petit peu mieux les flux, justement, si on regardait avec nos principaux clients, qui sont les hôpitaux, comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer le nombre de commandes et en diminuant le nombre de commandes, on va diminuer le nombre de camions circulants, on va diminuer. Combien on a de camions sur les routes et comment on peut diminuer quoi. Et donc on a travaillé au plus près en fait avec nos principaux clients qui sont les hôpitaux pour voir avec eux comment est-ce qu'on pouvait améliorer, optimiser la gestion des commandes et donc la gestion des flux avec eux. Un premier bilan rapide sur la base de l'année dernière nous a indiqué qu'on avait économisé 5000 tonnes équivalent carbone en diminuant à peu près par 2 le nombre de camions circulant sur les routes. Et ça a aussi généré, ce qui n'est pas moins important, un certain nombre d'économies aussi dans notre système économique. Oui, ça permet aussi de faire des économies et d'être plus efficace. Donc c'est un double avantage. Pour bien comprendre, je parle de co-construction. Pour que ça marche, ce projet Cap Logistique, il faut quoi? Il faut optimiser le trajet du camion, c'est ça Déjà, il faut convaincre l'hôpital de regarder comment il gère en fait ses commandes avec nous. On avait fait quelques études. Dans certains cas, il y avait jusqu'à 33 commandes par mois, c'est-à-dire plus d'une par jour. On a voulu baisser ça à 14, enfin on va dire de moitié, grosso modo. Donc ça veut dire accepter de travailler en partenariat avec nous pour essayer d'optimiser, de comprendre, d'améliorer. Et du coup, ensuite, on a une 50aine d'hôpitaux aujourd'hui qui travaillent avec nous dans ce sens-là, dans cette démarche, qui nous ont suivis. Et donc c'est avec chaque hôpital finalement définir un plan logistique. Un plan d'optimisation logistique pour justement diminuer toute cette distribution.
Voilà. Alors l'autre levier, vous l'avez évoqué, c'est évidemment l'énergie que vous consommez. Donc la logique, c'est quoi? C'est de basculer vers le renouvelable le plus possible? Alors oui, et ça pour le coup, on va bénéficier d'un contrat qui a été passé par notre maison mère, Johnson & Johnson, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui va permettre, au 1er janvier 2023, donc c'est demain, d'avoir tous les sites européens de G&J et les sites américains et canadiens avec des contrats d'électricité renouvelable. Et je pense que pour la France, on s'appuie sur 3 contrats qui sont principalement du solaire et de l'éolien, qui vont nous permettre donc d'avoir de l'électricité entre guillemets verte. J'aime pas trop ce genre de raccourci, mais je pense que c'est ça l'idée. Donc on va pouvoir en bénéficier au titre de toutes les autres filières. Donc ça veut dire que dès le 1er janvier, vous serez à 100% d'électricité issue du renouvelable en France. Voilà. Et à horizon 2025, l'ensemble des sites monde du groupe. D'accord. Johnson France a défini sa raison d'être dans le cadre de la loi Pacte, ensemble sans attendre pour transformer la vie des patients. Donc là, on se pose c'est toujours une démarche intéressante dans une entreprise. Ça veut dire que vous avez discuté, fait travailler tous les collaborateurs pour aboutir finalement. Alors évidemment, il y a cette phrase, mais il y a beaucoup d'autres choses derrière. On réfléchit à quoi? À son rôle social? Exactement. Et en fait, on s'est dit comment est-ce qu'on va avancer là-dessus. On s'est réunis d'abord au niveau du comité de direction. Et en fait, assez rapidement, assez naturellement, on est arrivé à un consensus autour de cette petite phrase. Et on s'est dit, bon, ça ne peut pas être un travail fait en chambre. Il faut que l'ensemble des collaborateurs puissent se l'approprier. Donc, on a testé tout ça en allant sur le terrain. On a fait l'an dernier, c'était cette année en fait, entre mars et mai, plein de réunions avec 50 personnes, des petits groupes pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, donne son ressenti, dise comment il se trouvait par rapport à cette raison d'être. Est-ce qu'il se sentait inspiré? Est-ce qu'il voulait l'améliorer? Comment est-ce qu'il pouvait traduire ça à son niveau? Donc on a fait tout ce travail en fait d'appropriation, de discussion, d'échange pour pouvoir nourrir, appuyer cette raison d'être sur ce qu'on a appelé chez nous des drivers et des valeurs. C'est-à-dire comment est-ce que on est bien sûr dans un grand groupe international, donc il y a des grandes valeurs de G&J qui sont parfois peut-être un peu lointaines. Et on s'est dit, nous, en tant que filiale opérationnelle, comment est-ce qu'on peut resserrer ces valeurs? Et par exemple, on a une valeur qui est le sens de l'urgence. Par rapport aux patients, c'est important. On a une autre valeur qui est plaisir et fierté. C'est-à-dire se dire pourquoi on se lève le matin et qu'est-ce qui nous rend fiers de ce qu'on a fait le soir en fait. Et du coup, avec des mots très simples, des concepts assez simples, on a réussi à embarquer absolument tout le monde. C'est un moment de pause dans une entreprise quand on décide de définir sa raison d'être. Comment vous l'avez vécu? Alors, on ne peut jamais tout à fait faire pause dans une entreprise. Sinon, les autres avancent. Mais malgré tout, je pense qu'on sortait de ces 2 années de Covid. On venait d'avoir depuis quelques mois une nouvelle présidente à la tête de l'entreprise. Je pense que c'était le bon moment pour justement quand même faire un peu pause dans certaines réunions et se dire en fait pourquoi on est là, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on peut apporter à la société, effectivement. Donc c'est ce fameux S de RSE, qu'on peut dire social ou sociétal, on l'a choisi plutôt sociétal de par la nature de notre métier. Alors justement, parmi les actions sociétales de Johnson, il y a la mixité. Quelle est la place des femmes, déjà, dans les instances dirigeantes ou même dans le salariat de l'entreprise? Alors c'est très simple, 60% de femmes dans l'entreprise, 60% de femmes managers, 60% de femmes au CODIR. Bon. Et ça, c'est une volonté qui date d'il y a plusieurs années. Récent, on a ce chiffre de 60% de femmes au comité de direction qui est quand même un chiffre assez exceptionnel en France quand on regarde un petit peu ce qui se passe et qu'on s'intéresse au sujet. Depuis 2015. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que ça dure. Donc on est assez fiers de ça. C'est exceptionnel aujourd'hui et ça l'était encore plus en 2015. Je pense que ça l'était encore plus, mais on était peut-être un peu discret pour oser le revendiquer haut et clair. Donc maintenant, on le fait plus facilement. En fait, dans la diversité et l'inclusion, il y a plusieurs diversités, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les femmes, sur le leadership des femmes. Et on s'est dit justement, puisqu'on avait cette chance d'avoir des bons chiffres, c'est qu'on avait quand même mis en place un certain nombre de choses qui marchaient. Et on s'est dit, pourquoi ne pas regarder avec le monde extérieur comment on pourrait, par symétrie des attentions, proposer quelque chose aussi à des femmes qu'on voit tous les jours à l'hôpital, qui sont des femmes médecins, et qui, elles, n'ont pas forcément les mêmes outils que nous pour se développer et pour prendre des postes à responsabilité. Alors, c'est une association, c'est ça, qui s'appelle Donner des ailes, E2LES, à la santé. Donc, vous avez participé à la création de cette association? On a participé à la création de cette association et on soutient cette association chaque année. On soutient en finançant un baromètre avec Ipsos qui permet de mesurer la perception des femmes et des hommes médecins à l'hôpital sur ces sujets liés à la discrimination, au
sexisme, à la visibilité ou à l'invisibilité des femmes, notamment dans les congrès scientifiques. Donc c'est un vrai matériau de fond dont on s'empare chaque année. La prochaine édition va être lancée début janvier. On aura un 4e baromètre en mars prochain. Ça bouge ? Alors malheureusement, les chiffres ne bougent pas beaucoup, puisqu'on quand on a lancé la première édition, il y avait 82% de femmes qui disaient qu'elles avaient subi des discriminations de par leur genre, leur sexe. La dernière édition, en début d'année 2022, elles étaient montées à 85%. Donc on va dire les chiffres ne s'arrangent pas, mais en même temps, la parole se libère, ce qui est très important, parce que ça permet justement de nommer les choses, de conscientiser les choses et de faire en sorte que ces femmes se mettent plus ensemble pour essayer de faire bouger les lignes. Et du coup, c'est ce qu'elles font. Et on a fait un colloque il n'y a pas très longtemps pour donner à la santé à l'hôpital Necker, auquel 3 ministres du gouvernement ont assisté quand même. Ça veut dire que le sujet est important et on va continuer évidemment à s'engager avec elles. Merci beaucoup Valérie Perruchot-Garcia et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat autour du label bleu, blanc, zèbre. Les invités de ce débat, Julien Loyer, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général du label Bleu, Blanc, Zèbre, et Christian Leroux, secrétaire général de M2I Life Science et président du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre. Bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous nous rappelez ce qu'est l'association Bleu, Blanc, Zèbre en quelques mots pour commencer ? En quelques mots très simples, l'association Bleu, Blanc, Zèbre, donc, c'est un mouvement citoyen qui a 8 ans maintenant, qui s'organise autour de 3 actions principales. Le label dont on va parler aujourd'hui, l'enjeu c'est de repérer toutes les initiatives qui changent le monde à leur échelle et qui sont en capacité de se déployer sur de nouveaux territoires. Tous les porteurs de ces actions qui forment une communauté d'entraide pour laquelle on crée des moments d'animation communs et des services partagés. Et enfin, des projets concrets qu'on expérimente sur les territoires avec les élus locaux. Oui, on est toujours dans le concret et dans l'action. C'est quoi l'expression que vous utilisez déjà ? Les faiseux, c'est ça ? Voilà, exactement. Nous, on dit que à la création du mouvement, il y a les diseux, ceux qui passent plus souvent à la télé que nous et qu'on entend parfois donner des leçons, en tous les cas dire ce qu'il y a à faire, et les faiseux, ceux qui sont sur le terrain, et on essaie de réconcilier les deux. Oui, et dans cette émission, on a beaucoup de faiseux. Hein. C'est les entrepreneurs ou les cadres des entreprises ou ceux qui y participent. Évidemment, c'est des faiseux. Un mot de M2I Life Science, Christian Leroux. C'est quoi votre business ? Alors nous sommes une entreprise qui fabrique des produits alternatifs aux pesticides. Okay. Et donc nous fabriquons des phéromones qui sont les odeurs sexuelles que sécrètent les insectes femelles pour communiquer avec les mâles. Et en fait, on empêche les mâles de trouver les femelles, donc on réduit d'autant la reproduction des insectes là où on ne veut pas qu'ils se reproduisent. Et donc nous sommes en quelque sorte les parfumeurs des insectes et nous provoquons ce que l'on appelle la confusion sexuelle. Ok. Et donc ça permet de remplacer tout ou partie des pesticides ? On est totalement dans le sens de l'histoire sur l'agroécologie raisonnée. Ouais. Et donc nous réduisons l'utilisation des pesticides là où nous ne voulons pas que les insectes attaquent. Et donc nous travaillons aussi bien avec les collectivités territoriales pour la protection des parcs et des jardins, mais aussi sur toutes les grandes cultures, qu'il s'agisse des vignes, des tomates, des maraîchages ou des pommes et des poires. Vous êtes devenu cet été, je crois que c'était au mois de juillet, président du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Pourquoi cet engagement ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un engagement historique. J'avais participé avec Alexandre Jardin à la fondation du mouvement il y a de nombreuses années maintenant. Et puis tout naturellement, gentiment, l'équipe est venue me chercher en me disant tu as une entreprise qui a un sens dans laquelle tu travailles, et derrière, tu as aussi un sens personnel par rapport aux enjeux des zèbres, et donc ça pouvait matcher. Il y a quoi, 465 actions déjà labellisées. Alors, c'est quoi ce label Bleu Blanc Zèbre, si on rentre dans le détail, Julien ? Alors, le label Bleu Blanc Zèbre, nous, la façon dont on l'écrit et la volonté vers où on veut aller, c'est un label pour faire gagner du temps à tout le monde, c'est-à-dire un label de confiance. Toutes les actions qui obtiennent le label, elles ont déjà fait leur preuve depuis un moment, donc on n'est pas en train de rechercher sa preuve de concept, ça marche déjà, ça marche sur plusieurs territoires, et donc ça a fait la preuve de sa réplicabilité. Nous, on a un enjeu fort à travailler, comme le disait Christian à l'instant, avec les collectivités locales qui ont des besoins particuliers, dire il y a déjà des actions labellisées qui savent répondre à vos besoins et qui savent se déployer sur de nouveaux territoires. Donc on veut leur faire gagner du temps. C'est aussi un intérêt pour faire gagner du temps pour les fondations, par exemple, ou les acteurs qui financent les acteurs de l'intérêt général, en disant si l'acteur a déjà le label, ça marche déjà, ça aura de l'impact tout de suite. Et donc ça, c'est aussi un enjeu qui peut être important pour eux. Et surtout, pour nos concitoyens, les Français qui ont des problématiques personnelles, souvent on a plusieurs problèmes d'ailleurs, et de pouvoir tout de suite repérer des initiatives qui marchent déjà, dans lesquels soit on peut s'engager, mais surtout dont on peut bénéficier près de chez soi. Vous labellisez une entreprise ou une action ?
Alors, c'est une des particularités qu'on a. Nous, on labellise des actions, puisque l'enjeu, c'est plus les effets de l'action que les enjeux de l'entreprise. Et d'ailleurs, on labellise des actions portées par tout type de structures juridiques. On a des associations, des fondations, des entreprises, des collectivités, des collectifs citoyens. Notre enjeu, c'est que tout le monde a le droit d'avoir des bonnes solutions pour la société, donc on n'est pas du tout discriminant à l'entrée. En revanche, on a des critères de sélection qui sont importants pour pouvoir vérifier que il y a les critères que je disais tout à l'heure, l'action est déjà effective, qu'elle laisse une place pour le citoyen dans son mode d'action, qu'elle est réplicable, qu'elle est apartisane et qu'elle est désintéressée, c'est-à-dire que l'enjeu, c'est que quelqu'un puisse se saisir de cette initiative-là pour pouvoir la déployer près de chez eux, ou en tous les cas s'y impliquer. Christian Leroux, votre entreprise, elle est ou elle aurait pu être labellisée, enfin, certaines actions de l'entreprise ? Nous avons été labellisés en 2016. Ah oui, donc c'est assez ancien. On est labellisés pourquoi ? Parce que, nous sommes des faiseux. Nous agissons pour la planète. Nous créons des emplois. À titre d'exemple, l'année dernière, nous avons produit l'équivalent de 20 000 tonnes de produits. C'est l'équivalent d'utilisation de pesticides d'un pays comme le Portugal. Et donc, on a réduit sur l'ensemble de la planète cet usage de pesticides. Donc, on est véritablement des faiseux. On crée de l'emploi qui n'existait pas il y a encore quelques années. Nous faisons des emplois verts. Aujourd'hui, on a plus de 150 emplois qui ont été créés en moins de 8 ans et nous continuons à en créer. Et donc, derrière, nous apportons des solutions concrètes à la fois aux agriculteurs, mais aussi aux collectivités locales, mais aussi aux jardiniers amateurs, pour qu'ils utilisent des produits propres pour la protection de ces jardins, de ces plantes ou de ces espaces verts. Ce label, vous en voyez l'effet, en quelque sorte, puisque ce qui est intéressant, c'est la réplicabilité d'une solution. Donc, comment ça se met en place ? Alors, nous, la réplicabilité que l'on promeut, c'est la réduction de l'utilisation de pesticides pour la protection des cultures. C'est ça la réplicabilité que nous promeut. Et puis derrière, c'est la possibilité d'offrir des perspectives d'emploi et de nouvelles solutions à la fois pour les agriculteurs et les jardiniers amateurs. Alors, il y a plusieurs catégories, on va dire, Julien Loyer, je les ai trouvées en préparant l'émission: transition écologique, habitat, accès à l'emploi, aide aux aidants, illettrisme. Ça, c'est les quoi ? C'est les 5 grandes catégories dans lesquelles les labels peuvent être distribués, ou alors finalement ça va même au-delà, parce que déjà là il y a quand même beaucoup à faire. La clé d'entrée, c'est que ça réponde à une urgence perçue sur le territoire d'implantation de l'action. Et donc il y a des urgences climatiques fortes, et donc Christian est modeste, mais en termes de réplicabilité et de changement d'échelle, aujourd'hui, je ne sais plus dans combien de pays vous agissez, mais c'est devenu quelque chose d'assez massif. Nous, notre enjeu, c'est aussi qu'une action de lutte contre l'isolement dans un village de 20 habitants, ça a un impact très fort et ça répond à une urgence sociale importante, comme un beaucoup plus gros acteur. Et donc, en termes de catégorie, en fait, notre enjeu, ça a été de se dire: il y a des grands enjeux de société, il faut que ce soit un petit peu lisible. Donc, on a découpé les problèmes de la France en 6, j'aime bien dire ça souvent. Les questions d'éducation, d'emploi, de transition, d'habitat, de santé et de fraternité. Et ensuite, on va raccrocher des sujets avec des partenaires clés. Ça peut être une association d'élus, un ministère, une fondation, un acteur privé. Et de se dire, en réalité, on va picorer des solutions dans ces différents sujets-là. Parce que quand on a un problème d'illettrisme, on a du mal à accompagner son enfant dans sa réussite scolaire, on a du mal à avoir accès à ses aides sociales, et en réalité, on va avoir différents acteurs qui vont pouvoir travailler là-dessus, et donc on va les faire travailler ensemble autour d'un même sujet, sur un même territoire, pour pouvoir adresser les différentes problématiques de la personne. Christian Leroux, est-ce que vous avez parfois, avec l'association et ce label Bleu Blanc Zèbre, le sentiment de prendre le relais d'un État qui peut être défaillant, ou alors c'est ce que vous dites, nous on est complémentaires? Comment vous l'analysez, ça? Aujourd'hui, je dirais qu'on est totalement complémentaires. Il y a un rapport qui est sorti il y a quelques années maintenant du ministère des Affaires sociales, de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, qui dit que sur les 6 millions d'agriculteurs qui cotisent à la MSA, la Mutualité sociale agricole, il y en a 1 million qui vont déclencher une maladie due aux pesticides. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec la FNSEA à travers les contrats de solutions pour apporter des solutions concrètes à la fois aux agriculteurs, aux riverains, mais également aux consommateurs, parce qu'on est totalement impliqué dans le label non pesticide, donc le Planet Score qu'utilisent aujourd'hui les grands distributeurs. Mais Julien Loyer, je vous pose un peu la même question, parce que, par exemple, c'est une question que moi j'ai déjà reçue des représentants des Restos du Cœur, évidemment. Ici, on se dit, c'est merveilleux, sauf que ça ne devrait plus exister depuis longtemps. Et c'est merveilleux, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas à l'État de faire le boulot des Restos du Cœur? Est-ce que de temps en temps, vous vous posez cette question, vous aussi?
Alors, par rapport à la question sur la complémentarité, on est dans un bon moment. En ce moment, il y a plein de conseils nationaux de la refondation thématique. Nous, on enchaîne un petit peu les rendez-vous un petit peu partout, parce que quand il y a un nouveau gouvernement, mais ça peut marcher aussi à l'échelle locale, encore une fois, on fait gagner du temps grâce au label, parce que là, il y a un travail en cours sur la fabrique du bien vieillir, par exemple. Nous, on a travaillé, on a repéré 600 acteurs locaux qui travaillent sur ce sujet-là et qui vont pouvoir inspirer les prochaines politiques publiques. Donc peut-être qu'on peut se dire, ce serait à l'État d'être au courant de tout ça. Si on peut faire gagner du temps et de la confiance dans des choses qui ont déjà fait leurs preuves, on considère qu'on joue notre part dans tout ça. Après, notre enjeu, c'est plutôt de voir comment est-ce que tout le monde arrive à s'organiser ensemble. Et encore une fois, on n'est jamais dans la concurrence parce que, en tout cas, notre état d'esprit à nous, c'est en faisant ensemble qu'on va réussir à résoudre durablement les problèmes. Oui, alors justement, Christian Leroux, là, c'est votre casquette de président du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Il y a des interactions entre organisations, associations, entreprises labellisées, même si ce sont des actions. C'est-à-dire que vous faites vivre ce réseau, en quelque sorte? Oui, on passe son temps avec Julien, avec l'ensemble des personnes qui constituent le bureau de conseil d'administration. Vous parliez tout à l'heure de HUP. HUP est une action labellisée au sein de Bleu Blanc Zèbre. Donc nous avons aujourd'hui en permanence des contacts avec tous nos correspondants, plus de 450 actions labellisées sur l'ensemble du territoire, qui vont à la fois, comme l'a dit Julien, du problème de l'illettrisme, du problème de lire et faire lire, l'association formidable qu'avait créée Alexandre Jardin, l'association Insight, qui s'occupe des petits villages ruraux, l'association Télémac, qui fait le mentorat. Donc on a exactement tout ce dont le territoire a besoin pour montrer que les forces des territoires peuvent peut-être pallier quelque part au manque que peuvent avoir les autorités politiques. Il y a des labellisés qui travaillent ensemble, en quelque sorte, Julien Loyer? Absolument. Il y a deux modes d'animation et puis un projet qui est en cours de maturation. On fait des temps en ligne tous les mois sur une thématique, une problématique clé qui ressort des besoins des différents acteurs, parce que c'est pas parce qu'on travaille sur un thème différent qu'on n'a pas des enjeux de structure qui sont partagés, et donc là on développe des outils à leur service pour trouver plus d'argent, pour trouver des salles, pour faire des réunions, pour trouver les bons contacts aux bons endroits, et des rencontres locales, parce que là, de la même manière, on se rend compte que des acteurs qui travaillent auprès des vieux, auprès des jeunes, la réalité, c'est qu'ils ont les mêmes besoins de bénévoles, par exemple, et donc on se rend compte qu'il y a des besoins partagés et qu'on peut trouver des tiers de confiance. Et peut-être pour terminer là-dessus, sur les rencontres, on est en train de préparer un événement national l'année prochaine, début avril. Notre idée, c'est de faire un petit peu différemment que la plupart des grands mouvements de l'économie sociale et solidaire, et plutôt que de faire une grande rencontre dans une grande ville, plutôt plein de petites rencontres dans tous les départements de France pour faire se rencontrer les territoires et les solutions qui peuvent y répondre. Et on suivra évidemment cet événement. Merci beaucoup, merci à tous les deux, à bientôt sur Bismart. Alors vous parliez de HUP, justement, c'est l'heure de Smart Ideas et pendant toute cette semaine, on met en avant les entrepreneurs, les femmes et les hommes entrepreneurs en situation de handicap. Smart Ideas avec Elena Rubio-Canales, qui est fondatrice du restaurant Irukas, lauréate du trophée HUP dans la catégorie entrepreneur à l'international. Et justement, vous êtes avec nous en duplex depuis Madrid. Bonjour, bravo pour votre trophée. C'est quoi ce restaurant Irukas? Quand et surtout pourquoi l'avez-vous créé? Eh bien, j'ai créé ce restaurant parce que je trouve qu'il est nécessaire d'apprendre à nouveau à cuisiner comme nos grands-parents le faisaient avant. Nous avons perdu ces façons de cuisiner et nous devons apprendre à nouveau comment bien nous nourrir. Et je pense qu'il faut revenir sur nos savoirs et apprendre de nouvelles techniques et des anciennes techniques qui s'appliquent à nos vies d'aujourd'hui. Vous souffrez de la maladie de Crohn. Faire attention à votre alimentation, c'est devenu essentiel, vital pour vous? Oui, c'était essentiel pour moi parce que pendant plusieurs années, je n'ai pas pu manger. J'ai été en salle d'opération plusieurs fois et avant, pour résumer, je ne pouvais pas avaler ce que je mangeais.
Donc ce n'était pas important pour moi de savoir ce que j'allais pouvoir manger pour me nourrir correctement avant et après l'opération. Donc c'était vraiment très très important d'apprendre de nouvelles techniques et de repenser comment je pouvais cuisiner pour manger les mêmes saveurs. Donc dans votre restaurant, vous proposez une carte des menus pour un peu tous les régimes spécifiques, c'est ça l'idée? My proposal is I have a card, but always could be changed. Eh bien, je propose ce que je connais, mais ça peut varier. Si je reçois un client qui a les mêmes problèmes que moi, par exemple, ce n'est pas forcément la même offre que j'ai écrite sur la carte. Tout peut changer. Si vous ne pouvez pas manger de viande, de poisson ou de légumes. Il ne s'agit pas de toutes les maladies parce que vous savez, il y a plein de sortes de problèmes. Si vous ne pouvez pas manger ça, vous ne pouvez pas manger ça. My idea is that if you can eat a product, mon idée, c'est que si vous pouvez manger ce produit, je peux changer le plat principal pour vous. C'est différent si vous êtes allergique aux fruits secs, par exemple. Donc c'est quand même une mécanique particulière. Je parlais de votre maladie. À quel point cette maladie de Crohn a pu vous gêner dans votre métier d'entrepreneur, dans les choix que vous avez pu faire? I decided to create Irucas because I live in Madrid and the distances Eh bien, j'ai décidé de créer le restaurant Irucas parce que je travaille bien ici. Je vis à Madrid depuis très longtemps. Complicated to continue with my before life. So I decided to Donc pour moi, pour une certaine période, ça a été compliqué de continuer avec ma vie d'avant. Donc j'ai décidé d'entreprendre parce que c'est une bonne façon d'apprendre à travailler. What I mean is, it's also we need to have places to take care of us. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous devons avoir des endroits pour prendre soin de nous et nous devons avoir des endroits où nous pouvons nous rencontrer avant et après. Et ce n'est pas seulement un restaurant. Je voulais faire un lieu où vous pouvez faire ce que vous voulez autour de la nourriture. Vous pouvez apprendre la cuisine, apprendre à partager l'endroit comme des Méditerranéens. Les gens le font en France, en Italie, en Espagne, et je pense que nous ne nous donnons pas assez de temps pour nous et pas assez de temps pour partager avec les autres personnes. Merci beaucoup. Pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci Elena Rubio Canales. Bon vent à votre restaurant Irucas. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je vous dis à lundi et je remercie rapidement Louise Perrin à la programmation, la production assistée de Côme Dubois, Raphaël Morel, un grand merci à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut.